Le téléphone sonna à 6h30 précise. J'étais déjà réveillée. L'arthrose dans mes articulations ne me laisse jamais dormir une nuit complète, surtout par temps humide, et à Brest, il pleut presque constamment d'octobre à mai. De plus, le toit de ma vieille maison fuyait depuis 2 ans, créant le microclimat parfait pour mes os endoloris. Le numéro sur l'écran me fit grimacer. Evelyne, ma fille unique, ne m'appelle que pour 2 raisons. Soit elle veut quelque chose, soit elle veut me raconter les dernières nouvelles sur sa vie merveilleuse sans moi. Cela sonne toujours comme une brochure publicitaire pour la famille parfaite, ou une mère heureuse, un père qui a réussi et 2 adolescents prodiges vivent dans la maison de leurs rêves. Une maison qui a coûté toutes les économies de ma vie, 50 000 €. Allô ? Répondis-je, en essayant de paraître enjouée. Maman, tu es déjà levée ? La voix d'Evelyne semblait étonnamment amicale. Quelque chose n'allait décidément pas. Oui, bien sûr. Je me lève toujours tôt, tu sais. Je pensais que tu aimerais peut-être dîner avec nous demain soir. Evelyne parlait comme si elle m'offrait un billet de loterie gagnant. Nous allons à l'horizon, un nouvel endroit sur le port. On dit que les fruits de mer sont incroyables. Je déglutis. L'horizon était l'un des restaurants les plus chers de la ville. Avec ma petite retraite d'infirmière, je pouvais peut-être m'offrir d'y manger une fois par an, et même dans ce cas, je devrais réduire mes dépenses en médicaments. Pourquoi tant de générosité ? Demandai-je, incapable de me retenir. Evelyne ne m'avait jamais invitée au restaurant, surtout dans des endroits chics. Il y eut une pause, et je regrettai immédiatement ma question. Pourquoi est-ce que je gâchais tout avec ma méfiance ? Je voulais discuter d'une question financière avec toi, dit-elle finalement, et mon cœur fit un bond. Serait-ce possible ? Allait-elle enfin me rembourser ? Et je me suis dit que ce serait bien de le faire dans un cadre agréable, pas dans ta cuisine avec le plafond qui fuit, comme d'habitude. J'ignorais la pique sur le plafond qui fuyait. Je voulais croire qu'elle parlait de me rembourser. J'avais besoin de cet argent maintenant plus que jamais. Un nouveau toit, un traitement pour l'arthrose non couvert par ma mutuelle, et peut-être même quelques nouveaux vêtements, que je n'avais pas achetés depuis 5 ans. Bien sûr, j'adorerais, dis-je en essayant de paraître désinvolte. À quelle heure ? 19h. Benjamin passera te prendre. Sa voix devint professionnelle. Et maman, s'il te plaît, mets quelque chose de décent. Elle prononça ce dernier mot comme si elle doutait que j'aie quoi que ce soit de décent dans ma garde-robe. Bon, peut-être avait-elle raison. Bien sûr, ma chérie. À demain. Je raccrochai et m'enfonçai lentement dans une chaise. Ma cuisine était en effet un spectacle assez lugubre. Un lino des années 70, un plan de travail fissuré et une tache jaune au plafond due à la dernière fuite. Mais c'était ma maison, et je l'aimais malgré ses défauts. 50 000 €. Le chiffre tournait dans ma tête comme une mélodie agaçante. 5 ans plus tôt, Evelyne m'avait appelé en larmes. Elle et Benjamin avaient trouvé la maison parfaite dans un quartier prestigieux de Brest, le quartier Saint-Martin, mais ils n'avaient pas assez d'argent pour l'apport. La banque ne leur accorderait un prêt que s'ils versaient 20% du coût. Je n'avais pas hésité une minute. C'étaient toutes les économies que j'avais mises de côté pour ma retraite. Mais ne vivons-nous pas pour cela, pour nos enfants ? N'est-ce pas pour qu'ils aient une vie meilleure que la nôtre ? Je me souviens encore de la gratitude dans les yeux d'Evelyne lorsque je lui ai remis le chèque. Elle avait promis de me rembourser chaque centime dès qu'il serait plus stable financièrement. Mais les années passèrent et il n'y eut aucun remboursement. Au début, il y avait des excuses, des frais de réparation imprévus, puis l'école des enfants, puis la promotion de Benjamin qui exigeait des frais de représentation, et puis les excuses cessèrent complètement, comme si l'argent n'avait jamais existé. La bouilloire siffla, me tirant de mes pensées. Je me versai une tasse de thé et allai à la fenêtre. La journée s'annonçait froide et grise, comme la plupart des jours à Brest à cette époque de l'année. De l'autre côté de la rue, Marlène Dubois promenait son corgi. Me remarquant à la fenêtre, elle me fit un signe de la main. Marlène était ma voisine depuis plus de 20 ans. Nous n'avions jamais été des amis proches, mais après que Henri m'a quitté, elle est devenue une sorte d'épaule sur laquelle pleurer. Marlène était également divorcée, mais contrairement à moi, elle semblait profiter de sa liberté. J'enfilai un vieux gilet et sortis sur le porche. « Bonjour, Juliette », lança Marlène en se dirigeant vers ma maison. « Tu es levée tôt aujourd'hui. » Evelyne a appelé, dis-je, et Marlène hocha la tête d'un air entendu. Elle était bien au courant de ma situation avec ma fille. « Que veut-elle cette fois ?» demanda Marlène en se rapprochant. Son corgi, Buster,
tournait joyeusement autour de mes pieds. Peux-tu croire qu'elle m'a invité à dîner à l'horizon? Je ne pouvais cacher la surprise dans ma voix. Elle a dit qu'elle voulait discuter d'une question financière. Marlène haussa un sourcil. Une question financière. Peut-être qu'elle va enfin te rembourser. Je l'espère, dis-je. J'aurais vraiment besoin de cet argent en ce moment. Le toi, Juliette. Marlène posa sa main sur mon épaule. Je ne veux pas te contrarier, mais n'en attends-tu pas trop? Evelyne n'est pas du genre à rembourser ses dettes, surtout à sa mère. Je savais que Marlène avait raison, mais je voulais croire au meilleur. Cette fois, ça pourrait être différent, dis-je. Elle m'a invité au restaurant exprès pour en discuter. Marlène secoua simplement la tête. J'espère que tu as raison, mais ne te fais pas trop d'illusions, d'accord? Je ne veux pas te revoir en larmes. Elle avait raison. Après le départ de Henri, j'avais passé de nombreuses soirées dans sa cuisine à pleurer devant une tasse de thé. Henri m'avait quitté pour sa secrétaire, Véronique, qui avait 15 ans de moins que moi. C'était une histoire classique, si cliché qu'il était même embarrassant de la raconter. Mais cela n'atténuait en rien la douleur de la trahison. Je serai réaliste, promis-je. Même si, au fond de moi, j'imaginais déjà comment je récupérais mon argent et ferais enfin les réparations que je remettais à plus tard depuis si longtemps. De retour à la maison, la première chose que je fis fut d'ouvrir mon placard pour voir si j'avais vraiment quelque chose de décent à porter pour le dîner de demain. Hélas, le choix était limité. Une robe noire que j'avais portée à l'enterrement de ma mère 3 ans plus tôt. Un tailleur bleu marine que je mettais pour les entretiens d'embauche quand j'essayais encore de trouver du travail après 60 ans, et quelques chemisiers et pantalons quelconques. Je soupirai. Même si Evelyne me rendait mon argent, la première chose que je ferais serait de m'acheter de nouveaux vêtements. La journée s'éternisa. J'essayais de faire un peu de ménage, mais l'arthrose dans mes genoux se fit sentir et je renonçai bientôt. À la place, je m'installai dans mon vieux fauteuil avec un livre, mais je ne pouvais pas me concentrer sur la lecture. Mes pensées revenaient sans cesse au dîner à venir et au possible remboursement de la dette. Vers midi, ma sœur cadette Laurence appela de Nantes. Nous nous parlions une fois par semaine, et elle parvenait toujours à me remonter le moral avec des histoires sur ses petits-enfants et les voyages qu'elle faisait avec son second mari, Hervé. Contrairement à moi, Laurence avait trouvé le bonheur après son divorce. « Evelyne t'a invité à dîner ?» demanda-t-elle quand je lui annonçai la nouvelle. « C'est quelque chose de nouveau. » Elle a dit qu'elle voulait discuter d'une question financière, répétai-je. « Penses-tu qu'elle va me rembourser ?» Laurence resta silencieuse. « Je ne sais pas, Juliette. Tu sais ce que je pense de ta fille. » Laurence n'avait jamais caché sa désapprobation de la façon dont Evelyne me traitait. Mais peut-être a-t-elle enfin mûri et réalisé ses obligations. Peut-être, dis-je, sans en être sûr. Après ma conversation avec Laurence, je décidai de marcher jusqu'à la pharmacie pour prendre quelques médicaments. C'était une journée froide mais sèche et la marche ferait du bien à mes articulations. La pharmacie se trouvait à 2 rues de chez moi, à côté de chez Magali. Un petit café où je m'offrais parfois une tasse de café. C'est là que mon dernier désastre avec Alain Martin s'était produit 1 mois plus tôt. Alain était un veuf qui avait récemment emménagé dans notre quartier. Nous nous étions rencontrés lors d'une réunion de quartier, et il m'avait invité à prendre un café. C'était mon premier rendez-vous en près d'1 an et j'étais très nerveuse. Alain s'était révélé être un interlocuteur agréable et je commençais à penser que tout n'était peut-être pas perdu dans ma vie personnelle. Et puis Evelyne était apparue. Elle s'était trouvée par hasard dans le même café, et nous voyant, s'était approchée de notre table. Avec un faux sourire, elle s'était présentée à Alain comme ma fille, puis avait commencé à parler de mes précédentes tentatives ratées pour trouver un partenaire. « Maman choisit toujours les mauvais hommes », avait-elle dit, en faisant semblant de plaisanter. D'abord, il y a eu ton père, qui l'a quitté pour une jeune secrétaire. Puis il y a eu Noël, qui, comme il s'est avéré, chassait l'héritage des veuves riches et a failli escroquer ta mère de ses économies. Ah, et il y a eu ce type d'Internet. Comment s'appelait-il, maman? Celui qui s'est avéré être marié. À la fin de son monologue, j'étais prête à m'enfoncer sous terre de honte. Alain sourit poliment, mais je pouvais le voir se distancer. Il ne m'a plus jamais appelé. En passant devant chez Magali, je ralentis involontairement mon allure. À travers la vitre, je pouvais voir des clients assis à des tables confortables, riant et parlant. La vie normale, qui semblait me passer à côté. À la pharmacie, j'achetais mes médicaments habituels pour l'arthrose et des analgésiques. Génie,
La jeune pharmacienne qui me connaissait par mon nom, me demanda comment j'allais. Je vais bien, mentis-je. Juste mes articulations qui me dérangent à cause du temps. Vous devriez envisager une cure d'injection d'acide hyaluronique, dit-elle. Ça ne guérira pas votre arthrose, mais ça peut réduire considérablement la douleur. Combien ça coûte, demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Une cure de 5 injections coûte environ 3 000 €, dit Jenny. Malheureusement, votre mutuelle ne couvre qu'une partie. Je hochai la tête. Une autre raison pour laquelle j'avais besoin de mes 50 000 €. De retour à la maison, je passai le reste de la journée à regarder de vieux albums photos. Voici Evelyne à 5 ans, souriant sans dents dans sa robe pour son premier jour de maternelle. La voici à 12 ans, sérieuse et un peu maussade, commençant déjà à s'éloigner de moi. Et voici sa remise de diplôme du lycée, où elle se tient entre moi et Henri, qui devait déjà planifier son départ à l'époque. J'ai toujours pensé que j'étais une bonne mère. Je faisais des heures supplémentaires pour offrir à Evelyne tout ce dont elle avait besoin. Je la soutenais dans toutes ses entreprises et j'assistais à tous ses événements scolaires. Mais après le départ de Henri, quelque chose a changé. Evelyne, qui avait 27 ans à l'époque, semblait me blâmer pour l'éclatement de notre famille. Comme si j'avais d'une manière ou d'une autre poussé Henri à me tromper, que je n'avais pas réussi à l'empêcher de partir. Et puis, il y a eu mes tentatives ratées de trouver un nouveau partenaire. Noël, qui s'est avéré être un profiteur. Une rencontre en ligne avec Robert, qui s'est avéré être marié et à la recherche d'une aventure, et quelques autres rendez-vous, chacun se terminant par une déception. Evelyne utilisait chaque échec comme une preuve de mon inadéquation, de mon incapacité à construire une relation saine. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que je ne savais vraiment pas comment choisir les hommes. Où était-ce autre chose? Ma peur d'être seule, mon désir désespéré d'être aimé, qui repoussait les candidats valables et attirait ceux qui sentaient ma vulnérabilité. Je fermai l'album et le mis de côté. Le passé est le passé, et il ne sert à rien de s'y attarder encore et encore. La seule chose qui compte maintenant, c'est qu'Evelyne est peut-être enfin prête à me rendre mon argent. Cela signifie que je peux réparer mon toit, me faire soigner et peut-être même m'offrir un petit voyage. Laurence me demande depuis longtemps de lui rendre visite à Nantes. Ce soir-là, en me préparant à me coucher, je sortis une robe noire du placard et l'accrochai à la porte pour lisser les plis. Demain était un jour important, et je voulais être à mon avantage. Pas pour Evelyne, mais pour moi-même. Pour la regarder dans les yeux avec dignité quand elle me rembourserait. En m'endormant, j'imaginais Evelyne me tendant une enveloppe avec un chèque de 50 000 €. Moi la remerciant modestement mais chaleureusement, et nous commençons peut-être un nouveau chapitre dans notre relation, une relation entre deux femmes adultes qui se respectent mutuellement. C'était un fantasme agréable qui me berça jusqu'au sommeil. Malgré la douleur dans mes articulations et mon anxiété pour le lendemain, je me réveillai le matin du dîner le cœur lourd. L'optimisme de la veille s'était évaporé, laissant derrière lui l'anxiété habituelle. Je me tins devant le miroir, regardant ma robe noire et mon visage sur lequel le temps avait laissé une marque indélébile. À 67 ans, j'en paraissais 75. Le résultat de nombreuses années de stress, de manque de sommeil et d'échecs. Les années n'avaient pas été tendres avec moi. Mais ce qui m'avait le plus vieilli, c'était le jour où Henri avait dit qu'il partait. C'était il y a 15 ans, mais la douleur de la trahison ressemblait encore à une blessure fraîche. Je me souviens comment il était rentré plus tard que d'habitude. J'avais préparé son rôti préféré et j'attendais, de plus en plus anxieuse à chaque heure qui passait. Quand il est finalement apparu, il sentait une eau de Cologne inconnue et la culpabilité. « Il faut qu'on parle, Juliette », dit-il sans même enlever son manteau. Je savais que quelque chose de terrible s'était produit. Henri ne commençait jamais une conversation avec ces mots à moins d'avoir de mauvaises nouvelles à annoncer. La dernière fois qu'il avait dit ça, c'était quand mon père était mort. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je en m'essuyant les mains sur un torchon de cuisine. « Tu vas bien ?» Il s'assit à la table de la cuisine et fixa longuement ses mains. Finalement, il leva les yeux. Il n'y avait aucune chaleur dans son regard. J'ai rencontré une autre femme, Juliette. Je te quitte. Je me souviens que la pièce tournait autour de moi. Je m'enfonçai dans une chaise en face de lui, incapable de parler. Elle s'appelle Véronique, continua-t-il comme si j'avais demandé. Elle travaille dans notre bureau. Nous nous aimons. Depuis combien de temps? Fut tout ce que je pus articuler. Presque 1 an, répondit-il, et les mots me frappèrent comme une gifle.
Il avait mené une double vie pendant toute une année, et je n'avais même rien remarqué. Pourquoi? La question m'échappa contre ma volonté. Je savais que je n'obtiendrais pas de réponse honnête, mais je ne pouvais m'empêcher de demander. Henri soupira, comme s'il lui était difficile d'expliquer l'évidence à un enfant. Nous vivons ensemble comme des voisins depuis longtemps, Juliette. Il n'y a pas de passion entre nous, pas d'étincelle. Véronique me fait me sentir vivant. Je regardais l'homme avec qui j'avais vécu pendant près de 30 ans et je ne le reconnus pas. Qui était cet étranger qui débitait des clichés d'un roman de gare? Où était mon Henri qui avait promis d'être avec moi dans la maladie comme dans la santé? Et Evelyne? As-tu pensé à elle? Demandai-je, m'accrochant à une branche. Notre fille avait toujours été plus proche de son père que de moi. Evelyne est une femme adulte maintenant. Elle a sa propre vie, dit-il avec irritation. Et d'ailleurs, elle est au courant. Je lui ai parlé la semaine dernière. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma propre fille savait que son père allait me quitter, et elle ne m'avait pas dit un mot. Elle ne m'avait pas prévenu, pas préparé, n'avait pas pris mon parti. Elle a compris que ce serait mieux pour tout le monde, ajouta Henri comme s'il lisait dans mes pensées. Cette nuit-là, il fit ses valises et partit. Je restai seule dans une maison qui me parut soudain trop grande et vide. Je n'ai pas pleuré. Les larmes vinrent plus tard, lorsque le choc laissa place au chagrin. Au lieu de cela, je restai assise dans la cuisine jusqu'à l'aube, regardant dans le vide et essayant de comprendre où et quand tout avait mal tourné. Evelyne n'appela que 3 jours après le départ de Henri. Sa voix semblait tendue, comme si elle accomplissait un devoir désagréable. « Maman, comment vas-tu » demanda-t-elle formellement. « Comment penses-tu que je vais » répondis-je par une question. Il y eut une pause. « Papa a dit qu'il t'avait parlé. J'espère que tu comprends que c'est mieux pour tout le monde. Vous n'étiez plus heureux ensemble depuis longtemps. C'est aussi simple que ça. » Elle parlait comme si elle discutait du remplacement de vieux meubles, pas de la destruction de la famille dans laquelle elle avait grandi. « Tu savais et tu ne m'as rien dit, dis-je, non pas comme une question, mais comme une constatation. Je ne voulais pas m'en mêler, répondit-elle. C'est votre relation. Je suis ta mère, Evelyne, et il est ton père. Je ne peux pas prendre parti. Mais elle avait pris parti. Cela devint évident dans les mois qui suivirent, lorsqu'elle trouvait toujours des excuses pour ne pas me rendre visite, mais allait régulièrement voir Henri et sa nouvelle petite amie. Elle me parlait de leur appartement confortable et de combien Véronique était gentille et drôle. Chaque mot qu'elle disait était comme un couteau dans mon cœur. 1 an après le départ de Henri, je décidai qu'il était temps de passer à autre chose. J'avais 53 ans, trop jeune pour renoncer à ma vie personnelle. Je m'inscrivis sur un site de rencontre pour les plus de 50 ans et commençai à parler à quelques hommes. Le premier fut Gérard, un comptable à la retraite. Notre rendez-vous fut poli et ennuyeux, sans aucune étincelle. Le second fut Thomas, un ancien policier qui passa toute la soirée à parler de ses ex-femmes et de la façon dont elles l'avaient ruiné lors du divorce. Je n'attendis pas la fin du dîner et partis, prétextant un mal de tête. Et puis Noël Ferrière apparut. Il était galant, bien habillé et semblait sincèrement intéressé par moi. Nos rendez-vous étaient comme une bouffée d'air frais après un long hiver. Il m'emmenait au théâtre, à des expositions, au restaurant. Avec lui, je me sentais femme, pas seulement une épouse abandonnée et une mère rejetée. Après 2 mois de fréquentation, Noël commença à parler d'avenir, de la façon dont nous pourrions voyager ensemble, peut-être même vivre ensemble. Et puis il me parla de son rêve d'ouvrir un petit restaurant sur la côte. « J'ai toutes les compétences », dit-il en me tenant la main. J'ai été chef pendant de nombreuses années, mais les banques sont réticentes à accorder des prêts aux gens de mon âge. Je savais où il voulait en venir, mais je ne voulais pas l'admettre, même à moi-même. J'étais si seule, si désespérée d'avoir un compagnon, que j'ignorais tous les signaux d'alarme. « De combien as-tu besoin ?» demandai-je un soir alors que nous dînions chez moi. Ses yeux s'illuminèrent, mais il cacha rapidement son expression. « Juliette, ma chérie, je ne peux pas te demander ça, » dit-il avec une fausse gêne. « Tu ne demandes pas, je propose, » insistai-je. « Combien ?» 20 000 €, dit-il. « Ça couvrira l'investissement initial. Bien sûr, je te rembourserai avec intérêt dès que l'entreprise commencera à faire des bénéfices. » J'hésitais. C'était presque la moitié de mes économies à l'époque, mais l'amour ne valait-il pas le risque ? « Donne-moi quelques jours pour y réfléchir, » dis-je.
Le lendemain, j'appelais Evelyne, non pas pour lui demander conseil, je savais ce qu'elle dirait, mais juste pour parler à quelqu'un. Mais dès que je mentionnais Noël et sa demande, elle explosa. « Tu as perdu la tête ?» cria-t-elle au téléphone. « Tu connais cet homme depuis 2 mois, et il te demande déjà de l'argent. C'est une arnaque classique. Tu ne le connais même pas. » Je me défendis. « Noël n'est pas comme ça. » « Ils ne sont tous pas comme ça jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, » dit-elle amèrement. « Mon Dieu, maman, tu n'as rien appris ? D'abord papa, maintenant cet escroc ?» Je raccrochai. Je n'avais pas besoin de son jugement et de ses rappels de mes échecs, mais la graine du doute avait été plantée. Le soir même, j'appelai ma vieille amie Martine, avec qui j'avais travaillé à l'hôpital pendant de nombreuses années. Elle avait toujours été pratique et sensée. « Juliette, ma chérie, » dit-elle après que je lui ai raconté toute l'histoire. « Je ne veux pas te contrarier, mais ça semble suspect. Pourquoi ne le vérifies-tu pas ? Au moins, cherche-le sur Internet. » Je suivis son conseil et ce que je trouvai me brisa le cœur. Noël Ferrière avait plusieurs condamnations pour escroquerie. Son stratagème était toujours le même. Il rencontrait des femmes d'âge moyen et des femmes âgées, les charmait, puis les incitait à investir de l'argent dans des projets commerciaux qui ne se matérialisaient jamais. Quand je l'appelai et lui dis ce que je savais de son passé, il ne nia même pas. Il a simplement raccroché, et je ne l'ai plus jamais revu. Quand Evelyne l'apprit, elle ne manqua pas l'occasion de dire « Je te l'avais bien dit ». C'était un clou de plus dans le cercueil de sa conviction que j'étais incapable de prendre les bonnes décisions dans ma vie. Après Noël, j'ai essayé de construire des relations plusieurs autres fois, mais à chaque fois, quelque chose n'allait pas. Peut-être suis-je devenue trop méfiante, trop effrayée d'être à nouveau utilisée et abandonnée. Ou peut-être qu'Evelyne avait raison et que je ne savais vraiment pas comment choisir les hommes. En tout cas, avec le temps, j'ai arrêté d'essayer et je me suis résignée à la solitude. Puis, il y a 5 ans, Evelyne m'appela avec une demande qui changea encore plus notre relation. C'était un mercredi soir et je venais de rentrer de mon service à l'hôpital. À l'époque, je travaillais encore à temps partiel comme infirmière. J'étais épuisée et je ne rêvais que d'un bain chaud et de sommeil lorsque le téléphone sonna. « Maman !» La voix d'Evelyne semblait inhabituellement douce, presque suppliante. « J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Je me tendis. Evelyne n'appelait jamais juste pour discuter. Ses appels avaient toujours un but, généralement un but qui m'était désagréable. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, me préparant au pire. « Benjamin et moi avons trouvé la maison de nos rêves, » dit-elle. Et je sentis le nœud dans mon estomac se desserrer un peu. Donc rien de terrible ne s'était produit. C'est dans le quartier Saint-Martin, près de la meilleure école de la ville. 3 chambres, un beau jardin, tout ce que nous voulions. C'est merveilleux, ma chérie, dis-je, ne comprenant pas pourquoi elle m'appelait avec cette nouvelle. Nous n'étions pas assez proches pour partager de telles joies quotidiennes. Le problème, continua-t-elle, sa voix devenant tendue, c'est que nous n'avons pas assez d'argent pour l'apport. La banque veut 20% du coût de la maison, sinon ils ne nous donneront pas de prêt. C'est 50 000 €, maman. Je m'enfonçai lentement dans une chaise. Maintenant, je savais où cette conversation allait mener. Nous avons 45 000, continua Evelyne. Nous économisons depuis des années, mais il nous manque encore 5 000, et si nous ne trouvons pas l'argent d'ici la fin de la semaine, l'affaire tombera à l'eau. Elle mentait. Je le savais aussi bien que je savais que le soleil se levait à l'est. Evelyne a toujours été une piètre menteuse. Sa voix montait quand elle disait un mensonge. Il ne lui manquait pas 5 000. Il lui manquait 50 000, mais je ne l'ai pas démasqué. 5 000, répétai-je, faisant semblant de la croire. Je peux t'aider avec ça. Vraiment. Il y avait tant d'espoir et de gratitude dans sa voix que pendant un instant, j'ai failli la croire. Oh, maman, ce serait si merveilleux. Nous te rembourserons chaque centime, je te le promets, dès que Benjamin aura son augmentation, ce qui devrait être d'ici 1 an. Bien sûr, ma chérie, dis-je. Passe demain et je te ferai un chèque. Quand Evelyne est passée le lendemain pour l'argent, j'avais déjà pris ma décision. Je lui ai fait un chèque, non pas de 5 000, mais de 50 000 €. Toutes mes économies de nombreuses années de travail. Maman, halta-t-elle en regardant le chèque. C'est trop. Prends tout, dis-je. Je sais que tu as besoin de plus de 5 000, et je veux que tu aies la maison de tes rêves, une maison où mes petits-enfants grandiront heureux.
Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. Et pendant un instant, j'ai vu la petite fille que j'avais tant aimée et qui m'aimait en retour. Merci, murmura-t-elle. Et à ma grande surprise, elle me serra dans ses bras. Nous te rembourserons. Je te le promets. À ce moment-là, je l'ai cru. J'ai pensé que ce geste, cette preuve de confiance et de générosité de ma part, changerait notre relation. Que Evelyne me verrait enfin non pas seulement comme une ratée qui n'avait pas pu garder son mari, mais comme une mère aimante qui ferait n'importe quoi pour son enfant. Pendant les premiers mois après l'achat de la maison, elle était vraiment différente. Elle appelait plus souvent, m'invitait, me laissait passer du temps avec mes petits-enfants. J'ai appris à connaître leurs nouveaux voisins, je les ai aidés à aménager le jardin et je me suis sentie faire partie de leur vie. C'était comme un dégel après un long hiver. Mais peu à peu, tout est revenu à la normale. Les appels sont devenus moins fréquents, les invitations plus formelles. Quand j'osais demander le remboursement de la dette, Evelyne trouvait toujours des excuses. Soit ils avaient des frais de réparation imprévus, soit ils devaient payer une école privée pour les enfants, soit l'augmentation de Benjamin était retardée. Et puis elle a cessé de mentionner la dette, comme si elle n'avait jamais existé. C'était comme si les 50 000 € n'étaient pas un prêt, mais un cadeau qui ne nécessitait ni gratitude ni remboursement. Ma relation avec mes petits-enfants a également changé, et pas pour le mieux. Léo et Sophie, maintenant âgés de 14 et 12 ans, adoraient venir me rendre visite. Nous faisions des biscuits, jouions à des jeux de société et je leur racontais des histoires de mon enfance. Mais ces dernières années, ils sont devenus distants, presque hostiles. Ils répondaient à mes questions par des monosyllabes, refusaient de me faire des câlins et me regardaient comme si j'étais transparente. Je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Ce n'est que lorsque j'ai entendu Sophie dire à son amie au téléphone « Je ne peux pas venir aujourd'hui. Je dois aller chez ma grand-mère. Maman dit qu'elle est une ratée solitaire et que nous devons lui montrer un peu de compassion. » C'est là que j'ai réalisé qu'Evelyne montait les enfants contre moi. La dernière fois que j'ai vu mes petits-enfants, c'était à Noël, il y a 6 mois. Nous étions assis à la table de fête chez Evelyne et la conversation a tourné sur les projets d'été. Nous pensons aller en Europe, dit Evelyne en mettant de la dinde dans l'assiette de Benjamin. Léo veut vraiment voir le Louvre et Sophie rêve de Barcelone. Ça a l'air merveilleux, dis-je, essayant de cacher mon envie. Je n'avais jamais été en Europe, bien que j'ai rêvé de voir Paris toute ma vie. Peut-être que je pourrais garder la maison pendant que vous êtes partis. Evelyne et Benjamin échangèrent des regards rapides. Merci, maman, mais ce n'est pas nécessaire, dit Evelyne. Nous avons une alarme et les voisins garderont un œil dessus. Alors peut-être que je pourrais prendre Buffy, proposai-je, en parlant de leur Golden Retriever. Elle s'amuserait plus avec moi qu'au chenil. Mamie ne peut même pas s'occuper du chien, renifla Léo, toujours les yeux rivés sur son téléphone. Elle fait tout tomber et oublie où elle a mis les choses. Je restais figée, ma fourchette à la main. Mon propre petit-fils parlait de moi comme si j'étais une vieille femme fragile, pas une femme en bonne santé qui, jusqu'à récemment, travaillait à plein temps. Léo, le gronda Evelyne. Mais il n'y avait pas de vrai reproche dans sa voix. Ne parle pas comme ça de ta grand-mère. C'est impoli. Mais tu as dit toi-même qu'elle. Commença Léo, mais qu'Evelyne l'interrompit. Changeons de sujet. Qui veut encore de la purée? Ce soir-là, je suis partie tôt, prétextant un mal de tête. Personne n'a essayé de me retenir. Depuis lors, je n'ai vu mes petits-enfants que brièvement quand Evelyne me les a amenés pour de courtes visites, visiblement forcées, à mon anniversaire ou à la fête des mères. Et maintenant? Elle m'avait invité à dîner dans un restaurant cher pour discuter d'une question financière. Une partie de moi voulait croire qu'elle avait enfin réalisé sa dette et qu'elle allait la rembourser. Mais une autre partie, celle qui avait été endurcie par des années de déception, soupçonnait qu'il y avait autre chose derrière cette invitation, quelque chose qui me causerait une nouvelle douleur. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Il était presque 18 heures. Benjamin serait bientôt là pour me prendre pour le dîner. Je jetai un dernier regard dans le miroir, ajustai le col de ma robe noire et mis un peu de rouge à lèvres sur mes lèvres pâles. Était-ce décent selon les standards d'Evelyne? Probablement pas, mais c'était le mieux que je pouvais offrir. À travers la fenêtre, je vis une Audi argentée neuve s'arrêter devant la maison. La voiture de Benjamin. Il ne sortait jamais de la voiture quand il venait me chercher. Il n'entrait jamais dans la maison. C'était comme s'il avait peur que ma pauvreté soit contagieuse. J'enfilai mon manteau, attrapai mon sac à main et pris une profonde inspiration avant de sortir pour affronter ce que cette soirée me réservait.
Benjamin me salua à peine lorsque je montai dans la voiture. Ses longs doigts tambouraient nerveusement sur le volant, et il évitait mon regard. Il était toujours comme ça, poli mais distant, comme si je n'étais pas la mère de sa femme, mais une passagère occasionnelle. Merci de m'avoir prise, dis-je en bouclant ma ceinture de sécurité. Pas de problème, répondit-il en s'engageant sur la route. Evelyne et les enfants sont déjà au restaurant. Ils avaient une sorte de réunion à l'école de Sophie. Nous roulions en silence. Les rues de Brest défilaient par la fenêtre, grises et humides de la pluie récente. Brest n'avait jamais été une belle ville, mais elle avait sa propre esthétique industrielle et robuste que j'avais appris à apprécier au fil des années où j'y avais vécu. Surtout les vieux quartiers avec leurs maisons en pierre et leurs rues étroites où chaque maison avait son propre caractère et son histoire. Mais nous n'allions pas là-bas. Benjamin se dirigeait vers le port, un nouveau quartier branché de la ville où d'anciens entrepôts et usines avaient été convertis en restaurants, galeries et appartements de luxe. C'était un Brest complètement différent. Un Brest pour ceux qui pouvaient se permettre de payer 15 € pour un cocktail et 30 pour un steak. « Comment vont les enfants ?» demandai-je, essayant de briser le silence gênant. Je ne les ai pas vus depuis un moment. Ils vont bien, répondit Benjamin. Léo a une compétition de natation qui arrive, et Sophie s'est mise à la photographie. La photographie. J'essayais de cacher ma surprise. Ma petite fille n'avait jamais mentionné cet intérêt lors de nos rares rencontres. C'est merveilleux. J'ai le vieil appareil photo argentique de Henri quelque part. Peut-être que ça l'intéresserait. Elle a déjà un appareil photo numérique, interrompit Benjamin. Un professionnel. Nous le lui avons offert pour son anniversaire. Oh, fut tout ce que je pus dire. L'anniversaire de Sophie avait eu lieu il y a 2 mois. Je n'avais pas été invitée à la fête, alors j'avais envoyé une carte avec un chèque de 50 €. Tout ce que je pouvais me permettre. Evelyne avait appelé une semaine plus tard pour dire que la carte était arrivée, mais que Sophie était trop occupée pour appeler et me remercier personnellement. Nous retombâmes dans le silence. Quelques minutes plus tard, Benjamin se gara sur le parking devant un bâtiment en verre avec une enseigne qui lisait l'horizon. Le restaurant ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Moderne, élégant et pas du tout à mon goût. Nous y sommes, dit Benjamin en coupant le moteur. Evelyne a réservé pour 19 h. Je sortis de la voiture, ajustant ma robe et mon manteau. Soudain, je me sentis terriblement déplacée ici, dans mes vêtements démodés, au milieu des jeunes gens bien habillés qui entraient et sortaient du restaurant. À l'intérieur, l'horizon était encore plus impressionnant. 2 hauts plafonds, d'immenses fenêtres donnant sur la rade, un décor minimaliste dans des tons de gris et de bleu. Des serveurs en chemise blanche impeccable et tablier noir glissaient entre les tables avec la grâce de danseurs de ballet. Evelyne et les enfants étaient déjà assis à une table près de la fenêtre. Ma fille était superbe dans une robe bleu foncé qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux châtains étaient élégamment coiffés et son maquillage était impeccable. En la regardant, personne n'aurait deviné qu'elle avait 42 ans. Elle en paraissait 35 tout au plus. Léo et Sophie étaient assis de chaque côté de leur mère, tous deux plongés dans leur téléphone. Ma petite fille avait grandi en quelques mois. Ses traits enfantins commençaient à prendre un visage d'adulte remarquablement similaire à celui de Henri. Léo était la copie conforme de Benjamin. Les mêmes traits anguleux, les mêmes yeux bleus perçants. « Maman, enfin !» dit Evelyne lorsque Benjamin et moi nous approchâmes de la table. Elle ne se leva pas pour m'embrasser, se contentant de désigner le siège vide en face d'elle. « On allait commander sans toi. »« Je suis désolée, ma chérie, » dis-je en enlevant mon manteau. Nous sommes partis à l'heure, mais il y avait un peu de circulation. « Il n'y avait pas de circulation, » objecta Benjamin en s'asseyant à côté des enfants. La route était complètement dégagée. Je sentis mes joues rougir. Pourquoi avait-il dit ça? Était-ce si important de me démasquer pour ce mensonge inoffensif? J'ai dû l'imaginer, marmonnai-je en me tortillant sur ma chaise. Mamie. Sophie leva enfin les yeux de son téléphone et me regarda avec une certaine curiosité. C'est une nouvelle robe. Non, ma chérie, répondis-je en lissant les plis du tissu noir. Je ne l'ai juste pas portée depuis un moment. Elle a l'air vintage, dit-elle. Et je ne savais pas si c'était un compliment ou une critique voilée. Merci. Je décidai de prendre ces mots comme un compliment. Comment va l'école? Benjamin dit que tu t'intéresses à la photographie. Oui. Son visage s'illumina.
J'ai un nouvel appareil photo, un Canon EOS. Je prends des cours à la MJC, et mon professeur dit que j'ai du talent. C'est merveilleux, dis-je, sincèrement heureuse. J'aimerais beaucoup voir ton travail. Je les poste sur Instagram, dit Sophie. J'ai presque 300 abonnés. Je n'ai pas Instagram, admis-je. Mais peut-être que tu pourrais m'envoyer certaines de tes photos par email. Ma mère n'a toujours pas compris les réseaux sociaux, intervint Evelyne avec une pointe de moquerie dans la voix. Elle sait à peine utiliser les emails. Ce n'est pas vrai, protestai-je, sentant ma gêne revenir. Je me débrouille plutôt bien avec les ordinateurs. Bien sûr, maman. Evelyne me tapota la main avec condescendance, comme si j'étais une enfant. C'est pour ça que tu m'as envoyé 3 emails identiques le mois dernier avec le même article sur le traitement de l'arthrose. Je voulais lui dire que c'était une erreur, que ma connexion Internet avait été interrompue et que je n'étais pas sûre que les premiers emails soient partis, mais je ne l'ai pas fait. Il ne servait à rien de se justifier. Un serveur s'approcha de la table, un jeune homme à la posture parfaite et au sourire poli. « Bonsoir », dit-il en distribuant les menus. « Je m'appelle Jason, et je serai votre serveur ce soir. Souhaitez-vous quelque chose à boire pendant que vous consultez le menu ? » « Une bouteille de chardonnay », dit Evelyne sans même jeter un coup d'œil à la carte des vins. « Et de l'eau plate pour tout le monde. »« Excellent choix, madame. » Le serveur hocha la tête et s'éloigna. J'ouvris le menu et sentis mon souffle se couper devant les prix. Le plat le moins cher était à 25 € et la plupart étaient à 40 ou plus. Je pouvais manger pendant une semaine pour ce genre de somme. « Tout est si cher ici », chuchotai-je en me penchant vers Evelyne. « Ne t'inquiète pas, maman, » me repoussa-t-elle d'un geste de la main. « C'est notre régal ce soir. Choisis ce que tu veux. » J'étudiai attentivement le menu, essayant de trouver quelque chose qui me soit familier. Qu'est-ce qu'une réduction au vinaigre balsamique ? Et pourquoi le steak était-il servi avec une purée de céleri rave au lieu de la purée de pommes de terre habituelle ? Je peux vous recommander le flétan, dit le serveur, revenant avec notre vin. Il est particulièrement bon aujourd'hui avec une sauce à la citronnelle et un accompagnement d'asperges rôties. Ça a l'air super, dis-je rapidement, heureuse de ne pas avoir à agoniser sur le choix plus longtemps. Je prendrai le faux filet, saignant, dit Evelyne. Pareil pour moi, ajouta Benjamin. Les enfants commandèrent des pâtes et des nuggets de poulet du menu enfant. Bien que Léo ait déjà l'air assez grand pour commander des portions adultes. Quand le serveur partit, Evelyne prit une gorgée de vin et me regarda avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. « Alors, maman, commença-t-elle. Comment vas-tu ? Comment va ton arthrose ? » « Je vais bien, répondis-je, surprise par son intérêt soudain pour ma santé. Elle ne me fait pas autant mal ces derniers temps. J'ai lu des articles sur de nouveaux traitements, continua Evelyne. Les injections d'acide hyaluronique, par exemple. Y as-tu pensé ? Oui, admis-je, mais c'est cher et ma mutuelle ne couvre qu'une partie. Tu vois ? Evelyne secoua la tête. Si tu ne dépensais pas tout ton argent dans des choses inutiles, tu pourrais te permettre un traitement approprié. Je sentis une vague d'indignation monter en moi. Des choses inutiles. De quoi parlait-elle ? Je ne dépense pas d'argent dans des choses inutiles, dis-je aussi calmement que possible. Ma retraite suffit à peine à payer les factures et à acheter des médicaments. Et les figurines d'oiseaux que tu collectionnes ? Demanda Evelyne avec une pointe de mépris. Ou les livres que tu achètes, alors que tu as une bibliothèque, ou ce pull en cachemire que tu as acheté l'année dernière. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma collection d'oiseaux en céramique avait été commencée par ma mère, et j'y ajoutais une nouvelle figurine une fois par an, généralement à mon anniversaire. J'achetais les livres dans des bouquineries pour 1 € pièce. Et ce pull en cachemire était la seule chose chère que je m'étais achetée au cours des 5 dernières années. Et même là, il était en solde à 70%. Ce sont des broutilles, dis-je. Et je mérite un peu de joie dans ma vie. Bien sûr que tu le mérites, acquiesça Evelyne. Mais il n'y avait aucune sincérité dans sa voix. C'est juste que si tu étais plus économe, tu pourrais te permettre à la fois le traitement et un nouveau toit. Un nouveau toit coûte au moins 10 000 €, dis-je. Je ne peux pas économiser autant. Peu importe le nombre de figurines et de livres que je n'achète pas. Evelyne s'apprêtait à répondre, mais à ce moment-là, le serveur apporta nos entrées. Une salade pour moi et des crevettes pour les autres. Je remarquai que ma salade semblait nettement plus petite que les portions de crevettes,
même si elles coûtaient presque le même prix. Ta grand-mère a un petit ami? Demanda soudain Léo, en enfournant une énorme crevette dans sa bouche. Léo, le gronda Evelyne, mais pas très sévèrement. On ne pose pas ce genre de questions à table. Pourquoi pas? Léo haussa les épaules. Tu as dit toi-même que mamie devait trouver quelqu'un pour ne pas être si seule et malheureuse. Je sentis à nouveau le rouge me monter aux joues. C'est donc ce qu'Evelyne raconte à ses enfants sur moi. Je n'ai pas de petit ami, dis-je, en essayant de garder une voix normale. Mais je ne suis ni seule ni malheureuse. J'ai des amis. J'ai des centres d'intérêt. Maman voyait quelqu'un il y a quelques mois, interrompit Evelyne en se tournant vers les enfants. Comment s'appelait-il, maman? Alain. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, confirmai-je, ne voulant pas leur rappeler que ce sont les commentaires déplacés d'Evelyne qui avaient provoqué la rupture. Après la mort de grand-père, mamie a eu beaucoup de petits amis, continua Léo avec une cruauté enfantine, mais aucun d'entre eux n'est resté longtemps. Assez, Léo, intervint enfin Benjamin. Changeons de sujet. Je lui jetai un regard reconnaissant. Benjamin me défendait rarement, mais quand il le faisait, je ressentais une affection inattendue pour lui. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère tendue. Mon flétan était trop cuit et la sauce trop épicée à mon goût, mais je mangeais avec application, ne voulant pas donner à Evelyne une autre raison de me critiquer. Elle et Benjamin semblaient apprécier leur steak, et les enfants finirent rapidement leur repas et retournèrent à leur téléphone. Evelyne commanda une autre bouteille de vin, même si la première n'était pas terminée, et continua à parler de son travail à la compagnie d'assurance, de ses projets de vacances d'été en Europe, de la façon dont Léo avait gagné une compétition de natation et de la façon dont Sophie avait reçu la meilleure note pour son projet de photographie. J'écoutais toutes ces histoires avec un intérêt poli, posant occasionnellement des questions qui recevaient des réponses courtes et réticentes. Il était évident qu'Evelyne ne me racontait pas tout cela pour partager sa vie de famille avec moi, mais pour souligner à quel point elle était réussie et heureuse sans moi. « Comment va-t-on toi, maman ?» demanda-t-elle soudain, passant de la discussion sur la nouvelle voiture qu'il prévoyait d'acheter à mes problèmes avec ma maison. Il fuit toujours. Oui, répondis-je brièvement. Surtout les jours de pluie. Tu devrais faire quelque chose, dit Evelyne sur le ton qu'on utilise avec un enfant désobéissant. Ça pourrait entraîner de la moisissure, et tu as déjà des problèmes de santé. Je sais, dis-je. Mais comme je l'ai déjà dit, un nouveau toit coûte très cher. Peut-être devrais-tu penser à vendre la maison, suggéra Evelyne en prenant une gorgée de vin. Elle est trop grande pour toi seule, et elle devient de plus en plus chère à entretenir. Tu pourrais acheter un petit appartement ou déménager dans une maison de retraite. Une maison de retraite. Je ne pouvais cacher mon indignation. Je n'ai que 67 ans, Evelyne, et je suis parfaitement capable de vivre seule. Il y a de très belles résidences pour seniors de nos jours, continua Evelyne, ignorant mon indignation, avec des soins médicaux, des animations et des gens de ton âge. Je ne déménagerai pas dans une maison de retraite, dis-je fermement. Et je ne vends pas ma maison. C'est la seule chose qui me reste de notre famille. La sentimentalité est un plaisir coûteux, maman, soupira Evelyne. Mais c'est ta décision. Ne te plains pas plus tard de ne pas avoir d'argent pour les soins médicaux. Je remarquai que le serveur qui se tenait à proximité me jetait un regard compatissant. Il avait dû entendre toute notre conversation. Je me sentis insupportablement honteuse. « Excusez-moi, dis-je en me levant de table. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Aux toilettes, je restai longtemps devant le miroir, essayant de me calmer. Mon reflet me regardait avec des yeux fatigués. Quand étais-je devenue si vieille? Quand ma seule fille avait-elle commencé à me traiter avec un tel mépris? Quand je revins à table, je constatai que le dessert avait déjà été servi. Gâteau au chocolat pour les enfants, cheesecake pour Evelyne et Benjamin, et une assiette de fruits pour moi. Je t'ai commandé des fruits, dit Evelyne. J'ai pensé que ce serait mieux pour ton diabète. Je n'ai pas de diabète, dis-je en m'asseyant à ma place. Je n'en ai jamais eu. Vraiment? Evelyne parut surprise. J'étais sûre que tu avais du diabète. Tu refuses toujours les sucreries. Je refuse les sucreries parce que je fais attention à mon poids, dis-je. Et parce que je n'aime pas vraiment les sucreries. Eh bien, en tout cas, les fruits sont plus sains, dit Evelyne en enfournant un morceau de cheesecake dans sa bouche. En parlant de santé, d'ailleurs, prends-tu les vitamines que je t'ai envoyées le mois dernier? Oui, mentis-je.
Evelyne m'avait en effet envoyé un ensemble de vitamines coûteuses, mais je ne les avais pas prises. J'avais déjà un complexe vitaminique prescrit par mon médecin, et je ne voulais pas les mélanger avec des suppléments inconnus. Bien, hocha la tête Evelyne. Elle devrait t'aider avec ton arthrose et ton énergie globale. J'ai lu de très bonnes critiques. Je mâchai un morceau d'ananas en silence, ne voulant pas entamer une dispute sur les bienfaits de compléments alimentaires non prouvés. Alors, dit enfin Evelyne en repoussant son assiette de cheesecake vide. Je t'ai invité ici aujourd'hui pour discuter d'une question financière. Voilà. Enfin, nous étions arrivés au but principal de ce dîner. Je me redressai sur ma chaise, me préparant à entendre qu'Evelyne avait enfin décidé de me rembourser. Je suis tout oui, dis-je, en essayant de garder une voix neutre. Benjamin et moi discutions, commença Evelyne. Et nous avons pensé que ce serait une bonne idée de mettre en place un mandat de protection future pour toi. Un mandat de protection future, demandai-je, ne comprenant pas où elle voulait en venir. Oui, un document qui me permettra de prendre des décisions médicales en ton nom si tu n'es pas en mesure de le faire toi-même, expliqua Evelyne. À ton âge, il est important de penser à ces choses. Je sentis la colère monter en moi. C'était donc ça. Le but de ce dîner? Pas de rembourser une dette, mais de prendre le contrôle de ma vie. Je suis parfaitement capable de prendre mes propres décisions, dis-je froidement. Et j'espère que je le serai encore pendant de nombreuses années. Bien sûr, maman. Evelyne sourit avec condescendance. Mais personne ne sait ce qui peut arriver. De cette façon, tu auras la sécurité de savoir qu'on s'occupera de toi. Je pensais que tu voulais parler du remboursement de l'argent, dis-je sans détour, incapable de me retenir plus longtemps. Les 50 000 € que je t'ai prêtés il y a 5 ans. Un silence pesa sur la table. Les enfants levèrent les yeux de leur téléphone, intéressés par la tournure soudaine de la conversation. Benjamin toussa nerveusement et fixa son verre de vin. « Oh, ça !» dit Evelyne après une pause. « Oui, je voulais en parler aussi. » Elle fit signe au serveur, qui s'approcha immédiatement de notre table. « L'addition, s'il vous plaît, dit-elle. Et une feuille de papier blanche, si vous voulez bien. » Le serveur hocha la tête et partit. Une minute plus tard, il revint avec un plateau contenant le porte-addition et une feuille de papier blanche. « Merci. » Evelyne sourit en signant l'addition. Je remarquai qu'elle avait laissé un pourboire généreux, une autre démonstration de générosité ostentatoire. Puis elle prit la feuille blanche et sortit un stylo-plume de son sac à main. Avec une expression sérieuse, elle se mit à écrire quelque chose. Quand elle eut fini, elle me regarda avec une expression étrange, un mélange de triomphe et de pitié. « Tiens, maman, » dit-elle en me tendant le morceau de papier. « Je pense que cela réglera notre dette. » Je pris le papier et le regardai. C'était un chèque fait maison à mon nom. Le montant était écrit. 0. Je fixai le papier dans mes mains, incapable d'en croire mes yeux. Un chèque de 0 €. Je regardai Evelyne, m'attendant à voir un indice que c'était une blague, une farce. Mais son visage restait sérieux, voire solennel, comme si elle venait de faire quelque chose d'important et de noble. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je, ma voix rauque comme si je n'avais pas parlé depuis longtemps. « Ça veut dire que nous sommes quittes, maman, » répondit Evelyne en se penchant en arrière sur sa chaise avec l'air de quelqu'un qui a résolu un problème difficile. « Je te pardonne entièrement ta dette. »« Ma dette ?» Je n'en croyais pas mes oreilles. « De quelle dette parles-tu ? C'est toi qui me dois 50 000 €. Evelyne rit, un rire court et désagréable qui fit se tourner plusieurs clients des tables voisines vers nous. « Oh, maman, » dit-elle avec une fausse sympathie. « Penses-tu vraiment qu'après tout ce qui s'est passé, je te doive encore quelque chose ?» Je sentis le sang se retirer de mon visage. Un silence étrange s'installa autour de nous. Il semblait que tout le restaurant s'était figé, écoutant notre conversation. Ou peut-être n'était-ce que ma peur, ma honte, qui me donnait l'impression d'être le centre de l'attention. Nous avions un accord, dis-je doucement, en essayant de maintenir ma dignité. Tu as promis de me rembourser. Techniquement, oui, hocha la tête Evelyne. Mais je pense que nous devons regarder la situation dans son ensemble. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil autour du restaurant comme pour s'assurer qu'elle avait un public. Puis elle se tourna vers les enfants et dit « Léo, Sophie, rangez vos téléphones. Je veux que vous écoutiez. C'est important. » Les enfants obéirent à contre-cœur, bien que leurs yeux brillent déjà d'intérêt.
Il semblait sentir que quelque chose d'inhabituel allait se produire. Maman, commença Evelyne, sa voix devenant plus forte et plus claire, comme si elle s'adressait non seulement à moi, mais à tout le restaurant. Je pense qu'il est temps que nous parlions des vraies dettes, de qui doit vraiment quoi à qui dans cette famille. Je restais figée, incapable de croire que cela se produisait vraiment. Du coin de l'œil, je pouvais voir Benjamin se tortiller nerveusement sur sa chaise, se sentant clairement mal à l'aise. Quand j'avais 12 ans, continua Evelyne, j'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas dans notre famille. Papa rentrait toujours tard du travail et toi, tu restais à la maison, absorbée par tes séries télévisées et tes livres, inconsciente de ce qui se passait autour de toi. Je me souviens comment tu me disais que l'amour est la chose la plus importante dans la vie, que sans lui, une personne ne peut pas être heureuse, et que tu as sacrifié ta carrière et tes ambitions pour notre famille. Elle fit une pause, prenant une gorgée de vin. Mais la vérité, continua-t-elle, c'est que tu n'as jamais su comment aimer. Tu as utilisé papa et moi comme des béquilles pour ton insécurité, ton besoin d'être nécessaire. Tu n'as pas remarqué que tu étouffais papa avec ta dépendance, tes demandes constantes d'attention et de réassurance de son amour. Je voulais protester, dire que ce n'était pas vrai, que je les aimais tous les deux de tout mon cœur, que j'avais fait tout ce que je pouvais pour rendre notre famille heureuse, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Quand papa est parti, continua Evelyne sans pitié, tu l'as blâmé. Tu as blâmé Véronique, mais tu n'as jamais pensé à ton rôle dans la destruction de notre mariage, à la façon dont tu l'as repoussé avec ta faiblesse, ton incapacité à être une partenaire égale. Elle prit une autre gorgée de vin, sans jamais me quitter des yeux. Et puis il y a eu le défilé de tes relations ratées. Des hommes qui t'ont utilisé parce que tu étais si désespérément seule, si prête à t'accrocher à quiconque te montrait le moindre signe d'attention. Tu n'as même pas pensé à ce que ça donnait de l'extérieur, à la façon dont ça m'affectait, ma réputation. Sais-tu à quel point c'était embarrassant de dire à mes amis que ma mère avait des rendez-vous? Comme une adolescente à 55 ans? Léo gloussa et Sophie lui donna un coup de coude. Bien qu'elle sourit aussi. Ils appréciaient clairement le spectacle. Et pendant tout ce temps, la voix d'Evelyne devint plus forte. Tu as continué à jouer la victime. Pauvre Juliette, abandonnée par son mari, une ratée en amour, une femme malheureuse que personne n'apprécie. Tu te complaisais dans ta souffrance, dans ton prétendu sacrifice de soi. J'ai tout fait pour la famille. Je me suis sacrifiée pour vous. Mais la vérité, c'est que tu ne savais tout simplement pas comment vivre autrement. Tu étais faible, et c'est ta faiblesse, pas ton sacrifice, qui a défini toute ta vie. Je sentis les larmes monter à mes yeux, mais j'essayai de toutes mes forces de les retenir. Je ne lui donnerais pas la satisfaction de me voir pleurer, humiliée encore plus que je ne l'étais déjà. Alors, nous y voilà. Evelyne prit le chèque qui était encore dans mes mains et l'agita en l'air. Tu viens ici et tu exiges que je te rende 50 000 €, de l'argent que tu m'as donné pour acheter une maison. Une maison où, soit dit en passant, j'élève mes enfants pour qu'ils ne répètent pas tes erreurs. Pour qu'ils grandissent forts et indépendants, pas faibles et pathétiques. Je n'ai pas exigé, dis-je doucement. Je t'ai juste rappelé notre accord. Notre accord. Evelyne rit de nouveau, et Léo rit avec elle, bien qu'il soit évident qu'il ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Parlons des vraies dettes, maman. De ce que tu me dois pour toutes les années de mon enfance gâchée. Pour ne pas avoir réussi à créer une famille saine. Pour ne pas avoir réussi à être une femme forte et indépendante. Pour m'avoir obligée à apprendre tout ce que tu aurais dû m'apprendre. Comment construire des relations? Comment réussir? Comment prendre soin de moi sans devenir une victime des circonstances? Le serveur qui passait près de notre table ralentit. Clairement intéressé par le drame qui se déroulait. Je remarquai que plusieurs clients des tables voisines avaient cessé de parler et s'étaient tournés vers nous. « Tu penses que je te dois quelque chose ?» demanda Evelyne, ignorant l'audience grandissante. « Alors calculons. Combien vaut une enfance sans un vrai modèle? Combien vaut le fait de devoir surmonter la honte de sa mère? Combien vaut le fait que j'ai dû grandir trop vite parce que tu étais trop occupée par ta propre souffrance pour remarquer la mienne ?» Elle fit une pause dramatique, balayant le restaurant du regard comme si elle attendait une réponse du public. « Je vais te dire combien ça vaut, » continua-t-elle en baissant la voix à un murmure dramatique. « Bien plus que 50 000 misérables euros. Mais je suis généreuse. Je ne vais pas te demander la totalité. Je vais juste annuler ta dette envers moi et nous serons quittes. » Sur ce, elle prit le chèque de mes mains, le montra à toutes les personnes présentes, puis le reposa sur la table devant moi, en lissant soigneusement les coins.
Voilà, maman, dit-elle avec une fausse générosité. Considère ta dette payée. Un chèque de 0 pour une mère 0. Poétique, n'est-ce pas? Léo riait maintenant ouvertement, et Sophie gloussa en se couvrant la bouche de la main. Benjamin restait assis, fixant son verre vide, souhaitant clairement être n'importe où sauf là. Mais il n'y avait ni choc ni indignation sur son visage. Il savait manifestement ce que sa femme avait prévu. Peut-être même qu'il l'approuvait. Je restais assise, engourdie par le choc et l'humiliation. Jamais de ma vie je ne m'étais sentie si petite, si insignifiante. Les mots d'Evelyne avaient touché juste, trouvant chaque insécurité, chaque doute que j'avais jamais ressenti. Étais-je vraiment une si mauvaise mère, une femme si faible? Méritais-je cette humiliation publique, ce déni cruel de tous mes sacrifices, de tout mon amour? Ne t'inquiète pas, maman, dit Evelyne en voyant mon état. Je ne te demanderai pas le reste. Considère ça comme mon cadeau. Après tout, tu es toujours ma mère, même si tu n'es pas la meilleure. C'était la goutte d'eau. Je sentis une larme couler sur ma joue et l'essuyer rapidement, espérant que personne n'avait remarqué. Mais Evelyne l'avait vu, et un étrange regard de satisfaction apparut sur son visage, comme si elle avait enfin atteint son but. « Oh, ne pleure pas, maman », dit-elle en me tendant une serviette avec une fausse préoccupation. « Ce n'est pas la fin du monde. Juste une petite leçon de responsabilité financière. » Léo rit de nouveau, et même Sophie ne put retenir un sourire. C'étaient les enfants de leur mère, cruels, impitoyables, trouvant du plaisir dans l'humiliation des autres. « Je pense que nous devrions y aller, » dit soudain Benjamin en se levant de son siège. Ce furent les premiers mots qu'il prononça depuis le début de la tirade d'Evelyne. « Les enfants ont école demain, et je dois me lever tôt. »« Bien sûr, mon chéri, » acquiesça Evelyne comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. « Maman, tu viens avec nous ou tu préfères appeler un taxi? » L'idée de monter dans une voiture avec ces gens, de passer ne serait-ce qu'une minute de plus en leur compagnie, était insupportable. « Je vais marcher, » dis-je en essayant de garder ma voix stable. « L'air frais me fera du bien. »« Comme tu veux, » haussa les épaules Evelyne. « N'oublie pas ton chèque. C'est un document financier important. » Elle rit de sa propre blague, et les enfants se joignirent à elle. Même Benjamin se permit un léger sourire, qu'il cacha rapidement en remarquant mon regard. Je me levai, attrapai mon manteau et mon sac à main, laissant le chèque sur la table. Je n'allais pas prendre ce morceau de papier, ce symbole de mon humiliation et de ma trahison. « Au revoir, Evelyne, » dis-je, surprise de la tranquillité de ma voix. « J'espère que tu as eu ce que tu voulais. »« Oh, j'ai eu encore plus que ça, » répondit-elle avec un sourire. C'était libérateur. « Tu devrais essayer de dire la vérité parfois, maman. Ça purifie l'âme. » Je me tournai pour partir, mais qu'Evelyne m'attrapa le bras. « Tu as oublié ton chèque, » dit-elle en me tendant le papier. « J'insiste. » Je pris le chèque, ne voulant pas provoquer une autre scène. Mon humiliation était complète. En traversant le restaurant vers la sortie, je sentis les regards des autres clients sur moi. Certains regardaient avec curiosité, d'autres avec pitié, d'autres avec un mépris mal dissimulé. J'étais sûre qu'ils en avaient assez entendu pour se forger leur propre opinion sur cette mère zéro. Le serveur qui avait servi notre table se tenait à l'entrée. En passant, il dit doucement, « Je peux vous appeler un taxi, madame. Il fait froid dehors. » Il y avait une sympathie sincère dans ses yeux, et cela faillit me briser. J'étais prête à endurer la cruauté de ma fille, mais la gentillesse d'un étranger était presque insupportable. « Non, merci, » dis-je, craignant que si je disais autre chose, je n'éclate en sanglots là, dans le hall du restaurant. « Je préfère marcher. » Il hocha la tête en signe de compréhension et m'ouvrit la porte. « Faites attention, » dit-il, « et ne le prenez pas à cœur. Certaines personnes ne savent tout simplement pas être reconnaissantes. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix, et sortis dans la nuit froide de Brest. L'air était frais après la pluie récente, et je l'inspirais avidement, essayant de débarrasser mes poumons de l'atmosphère lourde et étouffante du restaurant. Je restai sur le trottoir, ne sachant où aller. Ma maison était à plusieurs kilomètres, trop loin pour marcher, surtout la nuit. Mais je ne pouvais pas me résoudre à retourner demander un trajet à Evelyne. Je cherchais mon téléphone dans mon sac, pensant appeler Marlène ou héler un taxi. Mais à ce moment-là, la famille d'Evelyne sortit du restaurant. Ils passèrent devant moi comme si j'étais invisible, se dirigeant vers leur voiture.
Seul Benjamin me fit un léger signe de tête et quelque chose comme du regret traversa ses yeux. Mais il ne dit pas un mot, suivant docilement sa femme et ses enfants. Je les regardais monter dans leur voiture chère. Evelyne riant de quelque chose que Léo disait. Sophie prenant un selfie avec le restaurant en arrière-plan. Il ressemblait à la famille heureuse parfaite. Une famille où il n'y avait pas de place pour moi. La voiture s'éloigna et je restai seule sur le trottoir, serrant le chèque en blanc dans ma main. Un symbole du peu que je signifiais pour ma seule fille. Je ne savais pas quoi faire ensuite, où aller, comment vivre avec cette nouvelle terrible connaissance que ma fille ne m'aimait pas seulement, elle me méprisait activement, me considérait comme une ratée, une mère zéro. Un couple âgé sortit du restaurant en se tenant la main. Ils avaient l'air si heureux, si contents l'un de l'autre que je ressentis une pointe d'envie. Aurais-je un jour quelqu'un qui me tiendrait la main comme ça, avec une telle tendresse? Ou étais-je condamné à une vie de solitude, de rejet et de déception? Je commençai à marcher lentement le long du quai, sans destination particulière. Les lumières de la ville se reflétaient sur l'eau sombre de la rade, créant l'illusion d'un ciel étoilé sous mes pieds. C'était beau, mais je remarquais à peine la beauté, perdue dans mes sombres pensées. Les mots d'Evelyne tournaient dans ma tête comme un mantra maléfique. Mère zéro, faible, pathétique. Étais-je vraiment comme ça? Tous mes efforts, tous mes sacrifices ne signifiaient-ils rien? Méritais-je un tel mépris, une telle humiliation publique? Je me souvins avoir tenu Evelyne nouveau-née dans mes bras, jurant que je serais la meilleure mère qu'on puisse imaginer. Je me souvins des nuits blanches quand elle était malade. Des réunions scolaires que je n'ai jamais manquées malgré ma fatigue des gardes de nuit. Des costumes faits maison pour les pièces de théâtre de l'école que je cousais jusqu'à l'aube parce que nous ne pouvions pas nous permettre de les acheter. Tout cela ne valait-il rien? Mes erreurs et mes faiblesses annulaient-elles tout le bien que j'avais essayé de donner à ma fille? Je marchais sans remarquer où j'allais et me retrouvai bientôt dans un quartier inconnu de la ville. Les rues devinrent plus étroites, les maisons plus anciennes et plus délabrées. J'aurais dû avoir peur, me retrouvant seule la nuit dans un quartier inconnu. Mais étrangement, je m'en fichais. Après l'humiliation que je venais de subir, le danger physique semblait trivial. Mon attention fut attirée par un petit café au coin de la rue, le seul endroit ouvert de toute la rue. À travers les fenêtres embuées, je pouvais voir une lumière chaude et les silhouettes de plusieurs clients. Le café s'appelait Le Balto et l'enseigne promettait le meilleur café de Brest et une conversation amicale. Je décidai d'entrer, juste pour me réchauffer et peut-être appeler un taxi pour entrer. La clochette au-dessus de la porte tinta quand j'entrai et plusieurs clients se tournèrent pour me regarder, mais il n'y avait ni curiosité ni jugement dans leurs yeux, juste l'indifférence polie des gens vacants à leurs occupations. Je m'assis à une table dans le coin, loin de la fenêtre, et sortis mon téléphone pour appeler un taxi. Mais avant que je puisse ouvrir l'application, une femme de mon âge, avec des cheveux gris courts et des yeux bienveillants, s'approcha de ma table. « Juliette Moreau », demanda-t-elle, sa voix remplie d'une surprise sincère. « Est-ce que c'est bien toi ?» Je la regardai, essayant de me souvenir où nous aurions pu nous rencontrer. Et puis je la reconnus. C'était Martine, mon ancienne collègue de l'hôpital, avec qui j'avais été assez proche mais dont j'avais perdu le contact après ma retraite. « Martine », dis-je, ma voix tremblante. « Quelle surprise !» Elle me regarda attentivement, et son sourire se transforma en une expression inquiète. « Juliette, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. » Et là, je ne pus plus me retenir. Toutes les émotions que j'avais essayé si fort de contenir au restaurant se déversèrent. Les larmes coulaient sur mes joues et je ne pouvais pas les arrêter. Sans un mot, Martine s'assit à côté de moi et me prit par les épaules, me laissant pleurer. Elle ne posa aucune question, n'essaya pas de me réconforter avec des phrases vides. Elle resta juste là, me laissant pleurer. Quand la première vague de sanglots fut passée, elle dit doucement, « J'habite à 2 rues d'ici. Peut-être devrions-nous aller chez moi. Je vais faire du thé, et tu pourras me raconter ce qui s'est passé si tu le souhaites, bien sûr. » Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. À ce moment-là, j'étais reconnaissante pour sa présence, pour sa gentillesse, pour le fait que dans ce monde froid et cruel, il y avait encore des gens prêts à tendre la main sans rien attendre en retour. Martine m'aida à me relever, et nous sortîmes du café dans une nuit qui ne semblait plus si sombre et hostile. La maison de Martine s'avéra être un appartement confortable dans un vieil immeuble en briques. Des meubles simples mais choisis avec goût, des étagères le long des murs et beaucoup de plantes créaient une atmosphère de calme et de chaleur. Pendant que Martine préparait le thé dans la petite cuisine, je m'assis dans un fauteuil moelleux,
essayant de rassembler mes pensées. Tiens, Martine me tendit une tasse de thé parfumé au miel et au citron, juste comme tu aimes. Du moins, j'espère que tes goûts n'ont pas changé au fil des ans. Ils n'ont pas changé, souris-je faiblement en prenant la tasse. Merci, Martine, pour le thé et pour tout. Elle s'assit en face de moi, tenant sa tasse à deux mains comme pour se réchauffer. Veux-tu me raconter ce qui s'est passé? Demanda-t-elle doucement. Ou préfères-tu juste rester assise en silence? L'un ou l'autre me va. Je pris une gorgée de thé, sentant la chaleur se répandre dans mon corps. Dans la chaleur et le confort de cet appartement, les événements de la soirée semblaient presque irréels, comme un mauvais rêve. Evelyne, dis-je finalement. Ma fille. Et je racontai tout à Martine. Les 50 000 € que j'avais prêtés à Evelyne 5 ans plus tôt. L'invitation à dîner et mes espoirs de récupérer l'argent. Le chèque en blanc et l'humiliation publique. Les mots qui blessent plus que n'importe quelle arme physique. Martine écouta sans m'interrompre, hochant seulement la tête ou fronçant les sourcils de temps en temps. Quand j'eus fini, elle resta silencieuse un long moment, comme si elle digérait ce qu'elle avait entendu. « Juliette, dit-elle enfin. Je suis tellement désolée que tu aies dû traverser ça. Ce que ta fille a fait. C'est cruel. Impardonnablement cruel. Peut-être qu'elle a raison, dis-je doucement. Peut-être que j'étais vraiment une mauvaise mère. Faible. Une zéro. Comme elle l'a dit. Non. Martine secoua la tête avec une telle conviction que je levai involontairement les yeux. Non, Juliette. Je te connais depuis des années. J'ai vu comment tu prenais soin de ta famille, comment tu faisais des heures supplémentaires pour qu'Evelyne puisse aller à des cours de danse et en colonie de vacances. Je t'ai vu mettre tes rêves et tes désirs en attente pour elle. Tu as été une bonne mère, pas parfaite. Personne n'est parfait, mais une bonne mère. Ces paroles furent comme un baume sur mon âme blessée. Quelqu'un avait vu mes efforts, mes sacrifices. Quelqu'un pensait qu'ils signifiaient quelque chose. Alors pourquoi me déteste-t-elle tant? Demandai-je, sentant à nouveau les larmes monter à mes yeux. Pourquoi a-t-elle voulu m'humilier si publiquement, si cruellement? Martine soupira et posa sa tasse. Je ne suis pas psychologue, Juliette, mais j'ai travaillé avec des gens toute ma vie, et j'ai vu beaucoup de familles, beaucoup de relations. Parfois, les gens qui ne peuvent pas accepter leurs propres défauts, leurs propres échecs, les projettent sur les autres, surtout sur leurs proches. Elle fit une pause, comme si elle cherchait les mots justes. Evelyne voit peut-être en toi des parties d'elle-même qu'elle a peur d'admettre. Ta vulnérabilité, ton émotivité, ton besoin d'amour. Elle a tout ça aussi. Mais elle a peur de ses qualités. Elle les voit comme des faiblesses. Et au lieu de les accepter en elle-même, elle t'attaque. Je n'avais jamais pensé à ça de cette façon. Evelyne semble toujours si confiante, si forte, tout le contraire de moi. Mais si sous ce masque de confiance, elle cachait la même peur, la même insécurité que moi? Je ne sais pas, dis-je en secouant la tête. Ça n'excuse pas son comportement, ce qu'elle a fait. Bien sûr que non, acquiesça Martine. Rien n'excuse la cruauté, surtout envers une mère. J'essaie juste de comprendre ce qui a pu la pousser à faire ça. Parce que les gens ne deviennent généralement pas cruels sans raison. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue nocturne. Tu sais, Juliette, j'ai croisé Henri il y a quelques semaines, dit-elle sans se retourner. Il était au supermarché en train d'acheter des plats surgelés pour une personne. Mon cœur rata un battement à la mention du nom de mon ex-mari. Malgré toutes les années écoulées depuis notre divorce, malgré la douleur qu'il m'avait causée, je réagissais encore à son nom. Comment va-t-il? Demandai-je en essayant de paraître indifférente. Martine se tourna vers moi avec un triste sourire. Pas très bien pour être honnête. Il a l'air beaucoup plus vieux que son âge. Cheveux gris, voûtés, des yeux tristes. Je l'ai à peine reconnu. J'essayais d'imaginer Henri comme ça. Vieux, brisé. C'était difficile. Dans ma mémoire, il était encore l'homme beau et confiant qui faisait autrefois battre mon cœur plus vite. Nous avons un peu parlé, continua Martine. Il a dit que Véronique l'avait quitté il y a 2 ans pour un homme d'affaires de Paris. Je crois que Henri vit seul dans un petit appartement et travaille à temps partiel comme consultant. Il a l'air seul. Je ne savais pas quoi ressentir. Une partie de moi voulait se réjouir. C'était la juste rétribution. L'homme qui m'avait causé tant de douleur souffrait maintenant lui-même. Mais une autre partie de moi, une partie plus profonde, ne ressentait que de la tristesse.
Tristesse que la vie que nous avions autrefois construite ensemble se soit terminée si tristement pour nous deux. Il a demandé de tes nouvelles, ajouta Martine. Il voulait savoir comment tu allais et si nous nous voyions. Je lui ai dit que nous avions perdu le contact, mais qu'à ma connaissance, tu allais bien. Tu as menti, dis-je avec un sourire amer. J'ai dit ce que je voulais croire, répondit Martine en retournant à son fauteuil. Et en te regardant maintenant, malgré toutes les difficultés, je vois que je ne me suis pas trompée. Tu tiens le coup, Juliette. Tu as traversé le divorce, la trahison, la déception, et tu es toujours là, tu te bats toujours. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Ces paroles me touchèrent. Mon refus obstiné d'abandonner, ma capacité à me lever chaque jour et à continuer malgré toutes les déceptions et la douleur pouvaient-ils vraiment être considérés comme de la force? Sais-tu ce qu'il a dit avant que nous nous disions au revoir? Continua Martine. Il a dit, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie en quittant Juliette. C'était la vraie chose. La vraie chose, tu sais. Et il y avait des larmes dans ses yeux, Juliette. De vraies larmes de regret. Je sentis quelque chose remuer en moi. Pas de l'amour pour Henri, cette émotion était morte depuis longtemps, mais peut-être les derniers restes de colère, les dernières traces d'amertume de sa trahison. Ça ne change rien, dis-je. Bien sûr que non, acquiesça Martine. On ne peut pas changer le passé, mais peut-être que cela t'aidera à voir que le problème n'était pas toi. Ce n'était pas ta faiblesse ou ton incapacité à garder un mari, comme l'a dit Evelyne. Le problème était son choix, son erreur. Et maintenant, il vit avec les conséquences de ce choix. Elle prit mes mains dans les siennes. Juliette, écoute-moi. Tu ne mérites pas la façon dont Evelyne te traite. Personne ne mérite ce genre de cruauté. Et tu as tout à fait le droit de te protéger, même si cela signifie prendre tes distances avec ta propre fille. Prendre mes distances. Je ressentis une pointe de peur. Suggères-tu que je coupe les ponts avec Evelyne? Je suggère que tu établisses des limites saines, dit fermement Martine. Dis-lui que tu ne toléreras plus ce comportement, que tu mérites le respect. Et si elle ne peut pas ou ne veut pas te respecter, alors il est peut-être préférable que vous gardiez vos distances l'une de l'autre. Au moins jusqu'à ce qu'elle apprenne à te traiter avec dignité. L'idée de m'éloigner d'Evelyne était effrayante. Malgré tout ce qui s'était passé, elle était toujours ma fille, mon unique enfant. Mais ce qui se passait entre nous maintenant pouvait-il être qualifié de relation saine? Ne me sentais-je pas vidée, humiliée, moins précieuse après chaque rencontre avec elle? Je ne sais pas si je peux, dis-je honnêtement. Elle est toujours ma fille. Et tu seras toujours sa mère, dit doucement Martine. Mais être une mère ne signifie pas être un punching ball. Cela ne signifie pas permettre à quelqu'un, même à son propre enfant, de te traiter comme un déchet. Elle soupira. Écoute, Juliette, j'anime un groupe de soutien pour les femmes de notre âge. Des femmes qui ont vécu le divorce, la perte, la solitude. Beaucoup d'entre elles ont des difficultés dans leur relation avec leurs enfants. Tu n'es pas seule dans cette situation. Et peut-être que parler à d'autres femmes qui vivent quelque chose de similaire t'aidera à voir ta situation plus clairement. Un groupe de soutien. Je n'avais jamais pensé à aller à quelque chose comme ça. J'ai toujours eu l'impression que je devais gérer mes problèmes seule. Oui, nous nous réunissons une fois par semaine au centre social. Nous buvons du thé, nous parlons, parfois nous rions simplement ensemble. Ça aide. Ça aide de savoir que tu n'es pas seule. Que d'autres personnes comprennent ce que tu traverses. J'y ai pensé. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans. Peut-être que j'avais vraiment besoin de sortir de mon isolement. D'arrêter de m'enfermer dans ma douleur et ma solitude. J'y penserai, dis-je. Super, sourit Martine. La prochaine réunion est jeudi à 18h. Je peux passer te prendre si tu veux. Merci. Je lui serrai la main. Pour tout, pour m'avoir écouté, pour le thé, pour ta compréhension. De rien, sourit-elle. Nous, les vieilles infirmières, devons nous serrer les coudes, n'est-ce pas? Je lui rendis son sourire, sentant le poids sur mon cœur s'alléger un peu. Peut-être que je n'étais vraiment pas seule dans ce monde. Peut-être qu'il y avait des gens qui voyaient ma valeur, même si ma propre fille ne le pouvait pas. Il est tard, dit Martine en regardant sa montre. Tu peux rester chez moi ce soir si tu veux. J'ai une chambre d'amis. Je pensais à ma maison vide, au toit qui fuit, au drap froid sur le lit solitaire, et à la chaleur de cet appartement, à la gentillesse de cette femme que j'avais autrefois considérée comme une simple collègue, mais que je voyais maintenant comme une véritable amie. J'aimerais bien rester, dis-je.
Si ça ne te dérange pas. Pas de problème, sourit Martine. J'aimerais bien avoir de la compagnie. Et d'ailleurs, j'ai fait de délicieux muffins aux myrtilles pour le petit déjeuner. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Pas de douleurs articulaires, pas de pensées anxieuses, pas de sentiment de solitude qui m'enveloppait habituellement dans le noir. C'était peut-être le lit confortable. Ou peut-être le sentiment de sécurité qui venait d'avoir une amie à proximité. Le matin, autour des muffins aux myrtilles promis et d'un café frais, Martine et moi avons élaboré un plan. Elle me ramènerait à la maison et m'aiderait à écrire une lettre à Evelyne dans laquelle j'exprimerais clairement et calmement mes sentiments et poserais des limites. Ensuite, j'appellerais ma sœur Laurence et lui demanderais si je pouvais venir passer quelques semaines chez elle à Nantes pour changer d'air, me reposer et rassembler mes pensées. Et quand tu reviendras, dit Martine, nous commencerons à chercher des moyens de réparer ton toit. Peut-être par le biais de programmes d'aide aux propriétaires âgés ou d'organisations bénévoles. Tu ne devrais pas avoir à vivre avec un toit qui fuit, Juliette. Il y avait quelque chose dans ses mots, dans son souci, qui me réchauffait de l'intérieur. Quelque chose qui me faisait croire que peut-être tout n'était pas perdu, que peut-être à 67 ans, ma vie ne faisait que commencer, pas se terminer. Avant de partir, je demandai à Martine une feuille de papier et un stylo. Elle me tendit une belle feuille de son papier à lettres et un stylo plume, semblable à celui qu'Evelyne avait utilisé pour m'écrire son chèque zéro. Je pris une profonde inspiration et commençai à écrire. Pas une lettre à Evelyne. Nous l'écririons plus tard, ensemble avec Martine. Non, j'ai écrit un chèque. Un chèque à l'ordre de Juliette Elisabeth Moreau. Et sur la ligne du montant, j'ai écrit « Liberté, inconditionnelle et totale ». Qu'est-ce que c'est ? Demanda Martine en regardant par-dessus mon épaule. C'est mon chèque de liberté, dis-je, et ma voix était plus ferme que je ne l'aurais cru. Liberté de la culpabilité, des attentes injustifiées, des relations toxiques. Liberté d'être moi-même sans excuse ni justification. Martine sourit et je vis de la compréhension et de l'approbation dans ses yeux. C'est le chèque le plus précieux que j'ai jamais vu, dit-elle. Et contrairement au chèque d'Evelyne, celui-ci a une vraie valeur. Je pliai le chèque soigneusement et le mis dans mon portefeuille, à côté du chèque zéro d'Evelyne. Ces deux morceaux de papier, si semblables en apparence, mais si différents dans leur essence. L'un était un symbole de rejet et de cruauté. L'autre était un symbole d'un nouveau départ, d'un nouveau chapitre dans ma vie. Quand Martine et moi avons quitté son appartement ce matin-là, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. L'espoir. L'espoir que quelque chose de mieux m'attendait que ce qui se trouvait derrière. Que ma valeur n'était pas déterminée par l'opinion d'une seule personne, même si cette personne était ma propre fille. Que je méritais le respect, l'attention et l'amour. Et peut-être le plus important, que je commençais enfin à le croire moi-même. « Tu es prête ?» demanda Martine alors que nous nous dirigions vers sa voiture. Je la regardai, mon ancienne collègue, ma nouvelle amie, mon ange gardien inattendu. Et je souris sincèrement, du fond du cœur. « Oui, dis-je. Je suis prête. » Et j'étais vraiment prête. Prête à laisser le passé derrière moi, à poser des limites saines et à commencer un nouveau chapitre. Prête pour une vie où je n'étais pas une victime des circonstances, mais la maîtresse de mon propre destin. Prête pour la liberté que je venais de m'accorder. Avec cette pensée, je suis montée dans la voiture de Martine, laissant derrière moi une nuit d'humiliation et commençant une journée de nouvelles possibilités. Devant moi se trouvait Nantes, un groupe de soutien, de nouveaux amis, et peut-être un nouveau toit au-dessus de ma tête. Devant moi se trouvait une vie, pas parfaite, pas sans problème, mais la mienne. Une vie dans laquelle je m'étais enfin autorisée à être heureuse, quoi qu'il arrive. Je jetai un coup d'œil à mon portefeuille où se trouvaient deux chèques. Le chèque en blanc d'Evelyne et mon propre chèque pour la liberté. Et je savais lequel était vraiment précieux. Pas celui écrit avec cruauté et mépris, mais celui écrit avec espoir et confiance en soi. Et personne ne pourrait jamais m'enlever ce chèque.